Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous sommes bien heureux de vous accueillir ici grâce à Vincent Madramagne à 100 mètres du centre du monde, donc à 100 mètres de la gare pour ceux qui devraient partir vite et qui n'auraient pas un train, qui seront bientôt en grève, mais ceci est une autre histoire. Donc vous êtes ici pour venir écouter une conférence que j'ai intitulée « Catalogne Nord, notre image a-t-elle un futur ?» partant de deux constats, deux événements récents. La rétrocession en deuxième division de l'USAP. La rétrogradation, oui c'est vrai. Ils l'ont rétrocessé aussi. Un peu comme en Congo, mais pas sans qui. On ne saura pas. Peut-être au Qatar. Le fait aussi que le département des Pyrénées-Orientales allait peut-être disparaître, absorbé dans le vortex d'une méta-région qui s'intitulerait Pyrénées-Languedoc ou Languedoc-Pyrénées, où le pire n'est pas arrivé, on ne sait pas encore. Le Pyrénées, oui, le divin enfant. Sonner musette, résonner trompette. Et donc, je m'étais dit que pendant les élections, on n'a pas eu de réflexion sur le territoire, ce qu'il était, ce qu'il allait devenir, et qu'il était peut-être temps d'avoir une réflexion sur le dit territoire. Alors, j'ai passé des coups de fil à des amis, puisque ce sont tous des amis. Ouais, je fais un peu comme Drucker, je me druckerifie en vieillissant. Non, moi j'ai un chat, pas pareil. Et donc, parce que je l'ai trouvé représentatif, parce qu'il n'y a pas que les sondages qui ont des panels représentatifs, et qu'ils ont des points de vue différents, alors je vais commencer par l'extrême gauche. Ah d'accord. Oui, je présente. Donc Jean l'héritier, quand il ne va pas chercher des chaises avec son ami Pierre Parcé, eh bien, quand il ne va pas chercher... Voilà, il est président de Slow Food, association qui défend... Qui mérite le respect et qui défend les bons produits et qui leur obtient des IGP un peu comme le Rancio Sec. On a à côté de lui Pierre Parcé, que j'ai connu faisant du vin, mais qui est revenu à ses premières amours, pas que sa femme, donc la photographie, et donc on peut dire à ce titre qu'il est photographe. Michel Cadet, qui a eu plein de titres différents, il a été longtemps vice-président de l'université de Perpignan, certains de mauvaises langues disaient que c'était le seul vice qui manquait, et il est président de l'Institut Jean Vigo, c'est dire s'il est respectable, et il est un notable à Estagel, puisque c'est un élu. Les élus ne sont pas nécessairement des notables. De l'esprit, oui, c'est une vision bourgeoise qu'on a. Donc, il me reste à vous présenter Robert Marty. Robert Marty, qui est sémiologue et aussi sémioticien, mais il faut lui demander gentiment. Mathématicien. Mathématicien, c'est vrai ça, Robert? Ah bah tiens. D'abord. Ah bah tiens, on en apprend des choses. Merci Michel, c'était dommage. Et nous avons encore Bernard Cabane. Bernard Cabane qui est architecte et on suppose qu'il dans la foulée est urbaniste, en tout cas il est très urbain, donc toi, un fort pour toi. Et il lui arrive aussi d'être président de la Casbah musicale, un truc pour jeune punk, et il doit être vice-président, un truc comme ça, de l'atelier d'urbanisme. Enfin bon, bref, il est comme un maréchal soviétique couvert de médailles. Donc quand je vous ai présenté ces gens, vous comprendrez bien que toutes ces personnes ont un point de vue singulier qui est le leur, mais qui aussi vient de la perception qui est due à leur métier et leur expérience professionnelle. Donc je vais commencer par un gars qui a bossé, Robert Marty, qui est donc le sémiologue sémoticien. Donc l'image du département, toi tu le perçois par quoi? Les flancs, c'est alors. Bon, je vais me... Parle fort. Alors, j'ai la voix blanche. Et sentez-nous voir. Je vais me livrer à un exercice pratique. En gros, de sémiologie ou sémiotique, choisissez ce que vous voudrez. Et parce que pour travailler sur l'image d'un territoire comme celui-ci, on peut travailler en chambre, mais aussi on peut travailler à partir de documents, et de documents qui soient significatifs pour évaluer au moins
grossièrement, mais en tenant pour l'essentiel, évaluer l'image. Alors, il m'est venu immédiatement à l'idée, parce qu'il m'a fait cette proposition, de travailler sur quelque chose un travail pratique, que vous devez connaître, vous l'avez certainement vu, puisqu'il y a 20 ans que ça se vend. C'est un de mes anciens étudiants, Stéphane Cézé, qui a fait ça. Je pense que d'une certaine manière, c'est sa vache à lait, puisque ça fait 20 ans qu'il en vend. Et il m'a semblé que là-dedans, il y avait au moins les ingrédients de l'image tels qu'on pouvait les concevoir il y a 20 ans. Et puis, donc, je vais vous livrer une analyse d'abord des ingrédients et de leur position sur cette photo mauvaise photocopie de ce grand étagère. C'est une étagère photographiée. Alors, vous avez la possibilité, si vous avez ramené votre smartphone ou votre tablette, de taper sur Google Roussillon fantastique et vous aurez, pendant tout le temps que je m'adresserai à vous, vous pourrez l'avoir sous les yeux, puisque je ne vais parler pratiquement que de ça. Mais j'ai fait aussi quelques photocopies qui peuvent circuler, de façon à ce que vous ayez présent à l'esprit. Alors, la première utilisation que je vais faire de ce document, bon, c'est d'abord, il y a 20 ans qu'il se vend, donc il est validé. Il est validé parce qu'il s'est vendu, il a été validé par ses acheteurs. Quels acheteurs? Bon, c'est pas difficile, c'est très souvent ce qu'on appelle ici les exilés, qui emportent ça sous le bras. Ils ont l'impression d'emporter un peu tout ce qui caractérise leur pays. Il y a tout. On va le voir en détail. Canigou, les sardanes, les bugnettes. Il manque des choses aussi peut-être. Il y a pas le castillier, il y a Coyour, il y a les bateaux, il y a un peu de tout. Il a tout rassemblé et il a organisé. Et donc, dans une première approche, je m'avais regardé d'un point de vue des signes qui sont, puisque je suis sémiologue, je dois prononcer ce mot, des signes qui sont présents et des signes d'organisation qui suggèrent le sens pour arriver à un certain sens. Je conclurai là-dessus. Et dans un deuxième temps, je ferai une analyse sémiotique ou sémiologique stricto sensu, sans aller chercher les grammaires ni le langage spécialisé, mais simplement en concentrant sur les lignes de force sémiotiques de ce propos. Troisième temps, on essaiera de faire un aggiornamento avec votre concours peut-être. Qu'est-ce qu'il aurait aujourd'hui ou qu'est-ce qui aurait disparu aujourd'hui? Alors, si vous regardez d'un peu près cette affiche, on ne peut pas ne pas en retenir la partie centrale à partir du Canigou tout en haut, à tout seigneur tout honneur, et puis ça descend. On a en dessous la Sardane, l'écusson de l'USAP. En arrière au fond, on voit l'inévitable indépendant. Il a vraiment presque tout mis. En dessous, les productions légumières, fruitières, le vin. En dessous, la cuve bière, que le monde entier nous envie, des bougnettes, des rousquilles. Et enfin, en baseline, il y a Coyour, la barque catalane, le golfe de Font-Romeu, tout ça. Et puis, sur les bords, là, des détails. Les tissus catalans, on peut identifier beaucoup de choses, le thermalisme avec une fontaine thermale, etc. Donc c'est une sorte de caravansérail là, de tout ce qui peut venir à l'esprit lorsque, donc, on parlera de phénoménologie à ce moment-là, qu'est-ce qui vient à l'esprit lorsque, en dehors de toute perception, eh bien, ça peut être toutes ces choses-là. C'est un magma et dans lequel je vais essayer de mettre l'ordre sémiotique ou phénoménologique comme vous préférez. Alors, le sens de la construction du sens de cette affiche dépend évidemment de l'expérience qu'on appelle collatérale, c'est-à-dire à l'intérieur ou extérieur au temps de la perception. Pour les gens d'ici, c'est clair, tout fait sens. Pour les autres, il y a ce qu'ils ont vu, il y a ce dont ils ont entendu parler. Et le Canigou, alors je devrais dire, je me suis promis de le dire, mais j'ai raté le Canigou, puisque l'une des victoires de notre conseil général
général, c'est d'avoir changé l'appellation du caniveau qui était pâté pour chien. Maintenant, il faut dire le caniveau. Mais pour l'écrire, il faut savoir que le O se fait avec Alt 162 sur son pavé numérique. Retenez-le, c'est bon à savoir. Parce que si on veut respecter le caniveau, eh bien, il ne faut pas rater le O accentué. Alors, lui, comme signe, c'est un signe hors catégorie, comme un col du Tour de France. Pourquoi? Parce qu'il dispose de la saillance et de la prégnance. Saillance, il est saillant dans le paysage, il est visible de partout, il est inévitable. Même les gens qui ne vivent pas sur le territoire, lorsqu'ils arrivent, disent « Oh, ça doit être quelque chose de sacré pour les gens qui vivent ici, parce qu'il a la majesté, la noblesse, et il est perçu de toute part. » Il est hors catégorie, et je l'analyserai plus loin comme un signe parfait. Et je dirai pourquoi il est parfait, quels sont les niveaux qui lui assurent sa perfection. La sardane et le sap, que je retiens en dessous, sont aussi c'est bien connu, un statut qui n'est pas tout à fait celui du caniveau. Pourquoi? Parce que eux, ce sont des signes dont le statut, ce signe qu'on appelle statutaire, dont le statut doit être maintenu en permanence. Parce que quand on les étudie, ils relèvent des sciences humaines et sociales. Le caniveau, lui, il est dans la géographie physique. Il s'impose par sa masse, sa saillance et sa prégnance. Il est tout le temps là. Donc, la sardane et le sap, c'est plus risqué parce que, et notamment pour le sap, parce que le sap est engagé dans un système sportif qui est sujet à classement. Et classement, alors on peut convoquer Bourdieu, on ne manquera pas de le faire, il assure un classement et lorsqu'il est dégradé, eh bien, tout ce qu'il entraîne comme signe avec lui, de ce fait, se retrouvera dégradé. Mais le caniveau, par chance, on ne nous le prendra pas et on ne le dégradera pas, même si quelqu'un s'est proposé de le vendre au Qatar. J'ai l'article de Michel Contre-Attaque qui m'a beaucoup intéressé et je peux maintenant réinterpréter par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est pas par hasard si cet article est apparu après la dégradation de l'USAP. Parce que quand quelqu'un fait de l'ironie sur la vente du caniveau au Qatar, c'est une façon de dire, heureusement qu'on ne peut pas le vendre, qu'il est toujours là, on ne peut pas nous le prendre, il ne peut pas être déclassé. Enfin, le Amba, Koyour, a à peu près le même statut que le caniveau, je dirais, parce que on ne peut pas enlever l'histoire de Koyour dans l'histoire des arts. Hein. Donc ça aussi, on ne peut pas enlever le clocher, à moins que quelqu'un un jour envisage de le dynamiter. Le prochain. Un sticker, ça peut arriver. Donc, dans cette première approche sur les ingrédients et les ingrédients les plus importants, tant qu'il m'est imparti, je commence à foutre. Je ne peux pas aller au-delà, je dois me limiter au plus important. Je dirais que ce que nous avons présenté il y a 20 ans, c'est un territoire avec une forte identité qui est fondée sur des traditions pérennes, pérennité du caniveau, pérennité de la sardane, pérennité de l'USAP, c'était comme ça il y a 20 ans. Et même on peut aller jusqu'à dire que cette affiche était une sorte de miroir identitaire qu'on peut emporter avec soi, qu'on peut apporter sous le bras, surtout quand on est ici. Maintenant, je vais me livrer rapidement à une analyse sémiotique au sens strict de la même image, en reprenant les mêmes ingrédients, mais en les plongeant dans des catégories universelles, celle de la sémiotique que je pratique, qui est triadique, et donc à distinguer de la sémiologie binaire, c'est la distinction de signifiant signifié, dont vous avez probablement tous entendu parler. Et là, on est dans le triadique, mais je ne rentrerai pas dans la triade, je vous rassure tout de suite, et je n'aurai pas le temps. En revanche, dans les catégories de pensée qui vont avec, je dirais que ce qui va me servir à ordonnancer sémiotiquement ce tableau, c'est les distinctions que je vais faire entre des êtres de raison, c'est-à-dire des constructions mentales qui sont représentées, des signes de fait, c'est-à-dire des existants ou des faits qui sont soit présents, soit représentés. Par exemple, il y a une bouteille d'eau minérale, c'est une vraie bouteille, c'est pas le
Canigou, lui, il est représenté par une icône. Hein, et c'est la dernière catégorie, c'est les signes de qualité, c'est-à-dire les signes qui possèdent un ensemble de qualités que possède aussi leur objet. Vous voyez, la triadicité, c'est quelque chose qui permet d'associer à un signe qui est perçu, quelque chose qui n'est pas perçu, mais qui possède soit des qualités que possède la représentation. C'est le cas du dessin de Canigou, qui est là. Même il y a un petit train jaune qui se promène, c'est pas sa place, mais ça fait rien, ça contribue. Hein. Le Canigou, c'est un dessin, donc c'est l'icône bien connue et reconnaissable, qui convoque, c'est pour ça que c'est un signe parfait, qui convoque le massif existant, celui qu'on ne reprendra pas, lequel est incorporé dans une construction mentale collective et fait un accord social qui confine au sacré, voir tout ce qui se passe autour du Canigou pour la Saint-Jean le 24 juin, avec les feux, etc., donc qui confine au sacré. Et donc, pourquoi est-il parfait? Parce que les trois catégories universelles et fondamentales sont présentes. Il y a le symbole à toute épreuve, qui est incorporé dans la vie des gens d'ici. Et ceux qui vivent ici, sur le territoire, hein, pas nécessairement ceux qui sont ici. Puis, il est dans l'existence brute, il est massif, il s'impose à la perception, et enfin, on peut le représenter pour en rappeler l'existence de toutes les façons. On peut le photographier aussi, ce qui a été manqué d'être fait par les photographes. Pour l'USAP, c'est un signe dont j'ai déjà dit tout à l'heure, qui relevait son analyse des sciences sociales, sciences humaines et sociales. Et donc, qu'est-ce qui se passe autour de l'USAP? J'ai longtemps travaillé là-dessus, j'ai même écrit un livre, il y a en 1998, hein, il s'appelait l'USAP Fiat Catalan, on peut plus le trouver, hein, sauf sur mon site où vous trouverez. Bon. Eh bien, l'USAP, c'est la représentation du territoire dans sa plénitude. Si on regarde ce qui est autour de l'USAP et les ingrédients qui le caractérisent, d'abord, si on va au plan socio-économique, il y a toutes les entreprises partenaires. Donc, quand quelqu'un valide l'USAP en devenant partenaire, en donnant chaque année une certaine somme pour alimenter le budget, c'est quelque chose qui est une donnée économique première pour le territoire qui accepte ou qui entretient cette équipe comme objet de sa représentation. Et je dois dire que la dégradation de l'USAP se trouve en même temps être une dégradation de tous ces secteurs qui sont représentés. Regardez un stade de l'USAP. Vous avez l'équipe immobilière, puis autour, vous avez la représentation du territoire. Tous les gens qui sont là, par tous les segments sociaux qui représentent l'intégralité du territoire. On peut avoir cette vision sociale globale de ce qui se passe. Mais il n'y a pas que, d'ailleurs, ce qui se passe autour du stade quand il y a un match, avec toutes les animations, etc. Il y a aussi l'indépendant qui, tous les lundis, nous dit le drame, ou la victoire, ou les interrogations, ou tout ce qui se passe, et qui est regardé par des gens qui n'ont rien à faire, rien à voir avec leur vie, mais pour lesquels ça a un impact. C'est un impact. Et quand ils voient le sable dégradé, eh bien, c'est toute la société civile qui est atteinte et qui se sent dégradée. Je ne dirais pas. D'ailleurs, on peut utiliser le terme plus technique de dégénérer. Parce que dégénérer, c'est un terme technique, c'est-à-dire des catégories peuvent dégénérer. Un truc qui est quelque chose qui est très, très pur, très haut, peut dégénérer en catégorie inférieure. Au lieu d'avoir une triadicité pure, on peut avoir, au lieu d'avoir des choses qui vont par trois bien liées ensemble, ça peut être 2 ou 1 ou 3, un à côté. Donc, si je veux conclure, pour répondre à la question, le futur de notre image, il faut y répondre. Oui, tiens, il se attends, répond, hein. vraiment une réponse. Il se répond. Je l'ai lancé ça en l'air. Eh bien sûr, mais moi, j'ai réfléchi en profondeur. C'est bien. Et donc, je pense que c'est pas très grave. Parce que si vous regardez la constellation de symboles sur lesquels on peut s'appuyer pour classer ce territoire, c'est grave, certes, puisque c'est un déclassement
collectif en même temps, mais il nous reste le Cali. Il nous reste plein de choses qu'on ne nous prendra pas. Le Rance-Sec, on verra tout à l'heure. Oui, plein de choses qu'on ne nous prendra pas, mais il ne faudrait pas que ça continue. Parce que regardez les mainteneurs de la Sardane, par exemple, ça fait des années et des années, c'est des gens qui vont dans des aplecs, qui maintiennent le folklore. Le folklore, Henri Janson disait qu'il faut le chlore. Mais je pense que, bien au contraire, dans notre situation, il ne faut pas le chlore, il faut le continuer. Il y a des gens qui font ça très bien. Alors, si aujourd'hui nous avions à refaire cette vitrine et la photographier pour la donner aux touristes et aux exilés qui viennent passer les vacances au pays, qui rentrent chez eux, avec un bout de territoire sur lequel ils viennent de passer leurs vacances. Qu'est-ce qu'on y mettrait? Il y a des choses qui auraient disparu, je crois que le boulot, c'est fini. Hein. Il y a toujours des fruits et légumes, etc. Mais tout a bougé, il y a une crise un peu partout. On ne regarde plus les choses qu'on y voyait il y a 20 ans. Quand on les voit aujourd'hui, ça ne renvoie pas les mêmes choses. Aujourd'hui, ça peut renvoyer à la crise viticole. Quand on voit les gens se dire bon, c'est-à-dire, c'est des signes inquiétants. Qu'est-ce qu'on y mettrait aujourd'hui? La Vulgate, hein, c'est le TG. Tout ce qui est apparu de nouveau dans le champ depuis 20 ans, c'est pas grand-chose. Hein. Le TGV, le centre de Moulins, avec, je ne dis pas plus, là nous sommes à 100 mètres, le théâtre de l'Archipel, avec la fantasmagorie du musée de Guggenheim de Bilbao qui allait nous apporter la richesse, etc. Bon, je ne sais pas si c'est des TGV pleins de Catalans du Sud devaient venir. Si je dis ça, c'est que j'ai lu un mémoire qui était consacré. Hein. Et donc, dans l'exposé des motifs, il y avait tout ce que je vous dis. Hein. Le musée Guggenheim, de long en large, il y avait les trains pleins de Catalans du Sud qui allaient venir assister au théâtre, 30% de pièces en catalan qui devaient leur être présentées, etc. Ça vaut la peine d'être vu. Et puis les dragons catalans qui, dans le jeu de rugby à 13, ont pris pas la place de ça, mais assurent au même niveau, parce que c'est pas classé, ils ne sont pas dans un secteur classé, mais enfin ils sont dans un secteur de remplacement vis-à-vis de l'Angleterre et ils amènent beaucoup de touristes. Donc, au final, je dirais qu'il y a eu en 20 ans, parce que les signes nouveaux ne nous apportent pas grand-chose, une chute symbolique sur ce territoire, et que les noyaux sont toujours là, encore, et nécessitent, pour certains, d'être toujours entretenus. Et enfin, j'ai dû dépasser. Oui, mais enfin, mais vas-y. Enfin, on ne va pas priver les gens, c'est pas comme ça. Une question, mais qui est tout à fait collatérale, mais à laquelle je dois répondre, puisque je suis travailleur sérieux. Oui. C'est celle de Toulouse et Montpellier, c'est celle du Midi-Pyrénées. Alors moi j'entends, déjà lui il a induit la catastrophe, va disparaître dans un ensemble, c'est le bébé qui est noyé dans l'eau du bain, etc. Alors c'est une opinion qui n'a rien de sémiotique, qui est politique, c'est qu'il vaut mieux, mais il y a quand même un peu de sémiotique là-dedans, parce que avec Montpellier nous étions dans un jeu à 2, avec Toulouse nous serons dans un jeu à 3. Dans un jeu à 3, on peut s'en tirer très bien, il y a quelque chose qu'on appelle le neutralisme positif, qui permet de demander ou d'obtenir de l'un ce que l'autre se refuse, tout simplement dans la dialectique de l'opposition des deux autres. Donc, je m'exprime nettement en faveur du rattachement de la Roussillon à Midi-Pyrénées, surtout si ça nous permet de voir disparaître quelqu'un qui... Bon, oui, il n'a pas dit Bourquin. Non, je ne l'ai pas dit, c'est toi. Bernard Cabane, toi qui es architecte et urbaniste et urbain, donc ta version de qu'est-ce que tu as scanné du territoire et de sa prospective. Alors, répondre à la question, notre image, Catalogne Nord,
Qui suis-je? Oui. Et dans D'où quel étagère? venons-nous? Moi, je suis né à Montbéliard. Je suis né dans une usine de sidérurgique. Et ouais, je suis né dans l'usine, mine d'acier. Et j'y suis resté jusqu'à 18 ans, à l'âge à laquelle dans mon pays, on part faire ses études ailleurs pour ça. Et en 85, je me suis installé à Perpignan, donc ça fait à peu près 30 ans que je suis architecte à Perpignan, que je vis à Perpignan, j'y travaille, j'y habite, je m'y repose, et puis accessoirement aussi, j'ai fait des fois de la fanfare, je pratique le territoire sous des formes de loisirs. Donc, je dois poser la question, 30 ans à Perpignan, 18 ans à Montbéliard, suis-je franc-comtois ou catalan? Je suis perpignanais. Je suis perpignanais. Je me reconnais dans cette acception. Ensuite, sur la question de l'échec. Alors, on a parlé du sable dégradé, dégénéré, basse. L'échec nous grandit. L'échec nous permet de grandir, nous permet de passer des caps. Putain de bon à force d'avoir des échecs. Alors, parce que je viens de Montbéliard, je viens donc de Sochaux. Et tout le monde sait que Sochaux, équipe de foot, fait le Ludion, une fois en haut, une fois en bas. Surtout en bas. Et manque de bol pour moi cette année, donc Sochaux et ça vont dégrader ça. Ils passent tout simplement une petite période où ils vont se refaire une santé et nous revenir gaillard. Et après la reconquête. Hein. Et après la reconquête. Alors là, ce serait intéressant de parler aussi des affiches qui ressemblent à un cirque romain, avec gladiateurs, une reconquête. En termes d'image, je reste ce soin. Bon, allez, c'est pas très grave. Par contre, il y a d'autres échecs qui sont des occasions perdues à jamais, des virages que l'on a manqués. Et je vais, dans ma position d'architecte et d'urbaniste, je vais vous parler de la ville mythique, la ville poétique, toutes ces villes superposées sur la ville. Parce que nous sommes devenus urbains. De toute façon, je disais, je suis perpignanais. Et quand on n'est pas urbain, on est non-urbain. C'est un urbain à l'envers. Et là, on va voir dans le vortex supraterritorial dont tu parlais, on va voir que ce sont les villes qui vont devenir les éléments phares de leurs interférences. Toulouse, Montpellier, ce rapport, y compris à Barcelone, entre autres. En l'an 2000, il y avait, je parle en 2000 parce que c'est plus facile, même si ce n'est pas la date exacte, quelque chose près, on dit que 50% de la population du monde vit dans les villes. Voilà. Avant, voilà pourquoi on parle de l'urbain ou du... En l'an 2000, à Perpignan, il y avait une grande enquête qui a été menée par le ministère du Logement. Et on avait réuni, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était au palais des congrès, toute la population, par catégorie, village par village, pour faire un peu le point sur ce que nous sommes, un peu la question. Et puis il était dit, parce qu'en l'an 2000 on a dit beaucoup de choses, là c'était vraiment, il y avait une sorte d'euphorie, de l'espoir. Faire le pari de l'urbanité, un progrès de la civilisation, un formidable défi pour le siècle à naître. Et j'étais invité lors de ce congrès à une table ronde qui réunissait une vingtaine de personnes. J'étais au titre de l'atelier d'urbanisme. Et c'est Marie-Christine Jaillet qui, pour la première fois, a prononcé le mot de l'archipel. Elle signalait par ce point, elle utilisait cette métaphore pour signaler d'abord une question de fond, une question critique, de sa préhension du territoire comme des choses dispersées, un peu comme un archipel. C'était donc une dimension très critique. Je vous renvoie à ses écrits. Et bien sûr, dans la salle, quelqu'un était là pour récupérer, pour rapter l'image et en créer un concept. Tu vas encore, je me retourne. C'est mieux, c'est mon pour faire l'analyse de ce rap d'image. Donc Jean-Paul Laville, là, pour voilà, avait récupéré la métaphore.
Voilà, fait je comme si on continue. n'était pas là. Hein. Alors, que sommes-nous devenus depuis tout ça c'est souvent Perpignan, pour moi, c'est un peu la ville qu'on pourrait appeler météo boulot dodo. Quand en 1990, c'est-à-dire 10 ans plus tôt, j'étais présenté l'expérience de l'atelier d'urbanisme en Grèce, je commençais mon exposé par Perpignan, la belle endormie, ça faisait 20 ans, il ne s'était rien passé, mais on allait voir ce qu'on allait voir. On allait réfléchir, rassembler les forces vives de la nation. Le constat aujourd'hui, comment tu as appelé ça? La chute symbolique. Par l'égal du décès. Les habitants ne sont pas revenus dans la ville. On a fait ce pari, franchement j'y croyais. Je dis, la ville, c'est vraiment le lieu de creuser pour venir habiter. C'était bien, tu as envie d'être proche des choses. On a vu la paupérisation des quartiers, la gangrène par les lotissements, les gens qui vont dans cette ville qui bouffent le rural, qui en fait les gens vont travailler de plus en plus loin avec leur voiture et leur rocade, mais qui ont des pratiques urbaines dans les villages. Et puis, bon, ça est connu, hein, les grandes surfaces en périphérie. On pourrait rallonger la liste, hein, c'est vrai que le constat aujourd'hui, par rapport à ce qu'on avait imaginé, fait peine à voir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en urbanisme, toute décision est une bombe à retardement. Par exemple, j'ai vu dans la presse aujourd'hui, tout le monde pousse des grands cris évidemment sur l'installation, alors je ne me souviens pas le nom, à côté de Carrefour, voilà, d'une surface commerciale qui a, là encore un problème d'image, j'ai retenu son nom parce que c'était intéressant. Jusqu'à présent, on voyait quand même, il y a des petites chances, on voyait des commerces en centre-ville, c'était pour des raisons d'économie, Carrefour et d'autres avaient réinstallé des petites supérettes en centre-ville. On se disait, ils ont fait le pari de l'urbain, de la centralité. Mais il y a des gens malins qui se sont dit, on va faire l'inverse, on va faire des rues à l'extérieur, ils appellent ça street, les commerces. Et donc on va composer artificiellement une rue de centre-ville et on y mettra dessus les petites anciennes qu'on a l'habitude de prendre, les enseignes qu'on voit actuellement en centre-ville. Les artisans de la restauration. On a des petits champs de pigeons. Village de Marc. Là encore, le retournement d'image, le retournement des concepts. Pourquoi je parle de la ville? J'ai expliqué que les bouches devenues urbaines. La ville, c'est aussi une image mentale. Si on parlait d'image, hein, c'est ce qui est lisible par tous, pratiqué par tous. C'est le théâtre de ce que l'on y fait, de ce que l'on y vit, ou de ce que l'on n'y vit pas, la ville et la non-ville. Du coup, la ville est une clé d'entrée pour aborder les questions d'identité, d'image collective. Et là, je ce soin au sociologue l'analyse des comportements, ce qui différencierait par exemple le pratiquant de telle ou telle ville. Juste, sans rentrer en profondeur, je m'attacherai surtout par exemple à l'utilisation des mots. Un instant sur la notion de culture urbaine. Culture veut dire donc supposer, partager, un vecteur d'identité. La ville comme vecteur d'identité. Et cette notion que l'on retrouve aussi bien en urbanisme ou dans toute autre matière à réflexion. Et que l'on retrouve aussi, d'une façon étrange, dans les nouvelles pratiques artistiques, entre autres en musique. Là, je vais parler de la casa musicale, et par le biais du hip-hop et du graphe, on parle de culture urbaine. On n'est plus sur les mêmes contenus, mais on utilise les mêmes mots. Et comment cette culture urbaine fait encore identité et image. Et on a vu, on vient de finir avec des Huelta, je suis un peu fatigué pour ça, à la Casa. Et on a vu tous ces jeunes devant les concerts, c'était archi plein. Et dans ces moments-là, la référence, c'est pas bien catalane, mais c'est bien la ville. Perpignan, vous êtes là? Oui. Donc, de lien d'image, on voit bien, c'est bien encore aussi. Donc je reviens habiter la ville, pratiquer la ville, c'est éprouver
ce qui fait le lien, c'est aussi éprouver ce qui sépare les choses et les êtres. Je ne vais pas aller trop loin. C'est résider, se déplacer, c'est faire l'expérience de l'hétérogénéité, de l'espace urbain. Et on a éprouvé quelque chose de personnel et partagé, individuel et collectif, et qui fait adhésion, qui fait accord social, à propos du caniveau, qui nous renvoie à nous-mêmes, à notre miroir. Et là, je reprends une citation une comparaison de Régine Robin, sociologue, qui traite la ville, un de ses sujets, c'est la ville, miroir de l'identité. Voilà, c'est là où je voulais. Nous sommes deux. Donc, en guise de prospective, cher Nicolas, le miroir n'est certainement pas brisé. Moi, je dirais plutôt qu'il est encore en construction, in progress. Et nous sommes là pour ça, pour peu qu'on nous laisse la place. Oui, voilà. Et s'il y avait quelque chose à rebâtir, ce serait peut-être de retrouver la solidarité de la nécessité. On n'est pas assez en bas pour retrouver la solidarité. Je te remercie. À côté de moi, j'ai Michel Canet, toujours, qui n'est pas parti, et on t'en remercie. Michel, toi, tu as été vice-président de l'université. Non, oui, non, mais c'est très intéressant. Non, bah, c'est pas ça. C'est parce que l'université. Gros travail. On avait dit qu'on n'en parlerait pas. L'idée, si tu veux, c'est que quand même, en termes d'image pour une ville, l'université, c'est plutôt positif, ainsi qu'un institut de cinéma. Est-ce que, à ton avis, toi qui est aux commandes encore de Jean Vigo et qui a été aux commandes de l'université, les deux sont des phares qui éclairent l'humanité perpignanaise et au-delà? Il ne faut pas exagérer, mais je voulais y venir maintenant. Moi, je suis un historien surtout. C'est la seule chose que tu m'as pas dit. C'est assez compliqué. Donc, je me suis un peu intéressé aux problèmes d'identité au XVIIIe siècle, et aussi aux problèmes d'identité du mouvement ouvrier nord-catalan, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on va dire, que je vais dire maintenant. Mais quand même, il me semble que l'image telle que tu l'as conçue, dans ton interrogation, notre image a-t-elle un futur, c'était quand même une image identitaire. Autrement, ça pourrait être plein d'images, des photos, des trucs, des machins, des bouquins. C'est une image identitaire. Et l'identité, bon, comme on l'a montré tout à l'heure, c'était une identité qu'on est en train de quitter, peut-être c'est pas plus mal, quand même une identité très, très vieillotte, très rurale. Alors c'est bien le rural, mais effectivement, l'urbain est un peu effacé. Le canigou, certes, il est là, le train jaune, il a plus de 100 ans, et le Collioure, tout ça, c'est très vieux. Alors tout le monde est identitaire sur la nostalgie. C'est pas une tare catalane, hein, c'est une tare globale. Montre la nostalgie, il y a des bigatanes. Même quand il a fait le truc a été fabriqué en Chine, hein, à 90%. On peut en acheter très cher, fabriqué ici. Enfin, globalement, l'espadrille, hein, ça fait un moment que ça a cessé d'être catalan ou d'être basque pour devenir chinois. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, ces images identitaires m'ont jamais beaucoup fait d'impression, peut-être parce que j'ai connu d'autres identités. Par exemple, moi je suis pas né là, mais je suis un Genève de famille, l'USAP, l'US Agen, c'est pareil, hein, quand Agen était le champion de France, ça fait très longtemps, 62, la ville était totalement folle. Les drapeaux étaient bleus et blancs, ils n'avaient pas d'identité nationale, c'est sûr, ou sous-nationale, ou supranationale, au choix. Mais il y avait une identité, la ville d'Agen, qui n'était pas grand-chose à l'époque, et toujours pas grand-chose d'ailleurs aujourd'hui, mais qui est relativement prospère par contre. L'identité se faisait autour d'un club
Peut-être parce que, quand même, il faut dire que ces clubs, c'était autre chose que les clubs qui sont aujourd'hui. Des clubs d'il y a 40 ans, des clubs qui étaient identitaires. J'ai rien contre le fait que de très bons joueurs australiens, néo-zélandais ou autres jouent au rugby, mais le rugby de mon enfant, j'y ai joué très peu de temps, j'étais très mauvais, mais suffisamment pour savoir comment ça fonctionne. Le rugby, c'était des gamins qui jouaient, hein, des gamins de la ville, plutôt des gamins de la campagne d'ailleurs, mais tout le monde y jouait. Et alors ça avait une identité. Aujourd'hui, il me semble que c'est une identité un peu plaquée. Alors s'ils vont jouer un peu en D2, ça ne me gêne pas. D'autant plus qu'ils pourront mieux jouer, hein, parce qu'on joue mieux en D2 qu'en pro, ou du moins on joue plus comme autrefois. Alors ça, c'est quand même le problème, mais je n'aborderai pas ici. Mais quand même, évidemment, ça fait un choc quand même. Hein. D'abord parce qu'il n'y avait pas grand-chose qu'elle se raccrochait, ou du moins, moi je pense qu'il y a des choses qu'elle se rapprochait, mais beaucoup pouvaient penser qu'il n'y avait pas grand-chose qu'elle se rapprochait. Bon, le département est sans doute pas un de ceux qui est le plus flambant de France, hein, c'est un département agricole au départ qui ne s'est pas industrialisé. Il a essayé, il s'est industrialisé un peu par-ci par-là, mais globalement il n'est pas beaucoup, donc il y a du chômage. L'urbanisme, c'est pas ma affaire, mais on a entendu un peu ce que c'était. En même temps, il y a du soleil. Ça attire une certaine immigration de France. On descend peut-être parce que la misère est plus belle au soleil, j'en sais rien, comme dit l'autre, mais c'est vrai que il y a un héliotropisme, mais qu'on partage avec toute la bande méditerranéenne, hein, et qui n'est pas spécifique à la Catalogne. Et moi, ce qui m'ennuie toujours dans les identités telles qu'on les montre, c'est leur enracinement historique, parce que c'est un pseudo-enracinement historique. Les Catalans du Moyen-Âge ou les Catalans du XVIIIe siècle, ben, c'était des hommes qui vivaient dans un autre espace que le nôtre, un autre espace mental, pas un autre espace. Il y a des choses qui sont communes quand on vit dans un autre espace, dans un espace quelconque, même peut-être que entre les Perpignanais d'aujourd'hui et les Celtibères d'avant, il y a la mer. De temps en temps, quand ils la regardent, tant qu'il n'y aura pas d'éolienne au milieu, ils verront la même chose. Bon, il y a ces choses-là qui jouent. Mais souvent, on a tendance à appuyer sur le champignon de l'identité parce qu'on n'est pas bien. Mon maître, enfin, je devrais dire ma maîtresse, mais c'est pas du tout le cas. Oui, qui dirigeait ma thèse, Rolande Trempé, qui est vivante d'ailleurs, et qui était une vieille bretonne, disait, mon petit Michel, vous savez, vous parlez de votre identité, là, l'identité, c'est quand il y a crise. Après, on oublie un moment, parce qu'on la vit, normalement, parce que ça ne pose pas de problème, et voilà, on la remet là quand il y a crise. Alors, est-ce qu'on était entièrement dans l'identité de l'USAP? Je ne pense pas. Mais effectivement, Robert a raison. Même moi, je ne suis pas un grand passionné, effectivement, je lis, quand le match est beau, quand il est terrible, je lis Chroniques de l'Indépendant, qui sont d'ailleurs extrêmement intéressants. On a retrouvé un style, alors qui lui a 70 ans, mais qui est toujours magnifique sur... Même s'il n'y a plus les grands élans qui étaient, je sais pas comment il s'appelait, enfin, il y avait un journaliste il y a une quarantaine d'années qui écrivait, tous les cocus étaient là, ils avaient du mal à monter dans le bus, sous-entendant qu'effectivement les types qui allaient au match, leurs femmes n'allaient pas les oublier. C'est un journaliste de la dette, qui écrivait de belles chroniques historiques. Et on a un peu retrouvé ce son, je trouvais que c'était finalement pas mal, qu'il y a quelque chose malheur et bon. Bon, enfin, alors, il me semble, bon, parce que tu m'as interpellé là-dessus, qu'effectivement, on est trop aussi dans la déploration. Bon, effectivement, est descendu. Il remontera pas. C'est surtout que c'était le peu de signes positifs qu'on avait du point. Ben non, moi je suis pas.
D'abord, il y a le TGV, le centre-Lyon, tout ça, on va laisser de côté. Mais je pense par contre que l'université, ça, tu m'as tendu Une perche, oui. une perche, donc je la prends, étant un peu bête. Et c'est vrai qu'il y a une université à Perpignan qui fait des trucs. Elle ne fait pas des bons trucs, mais elle en fait pas mal. Et elle est effectivement, c'est un lieu ignoré. Alors, resterait à s'interroger pourquoi, même si aujourd'hui elle achète de temps en temps des placards dans les journaux pour dire qu'elle est très bien. Mais qui sait ici qu'on a le 10e centre mondial, le tout premier européen derrière les Américains et les Australiens, sur les récifs coralliens et sur le soin à apporter aux récifs coralliens. Parce qu'il y a des récifs coralliens ici. C'est pas tout à fait artificiel, après, ça va, ils sont partis à une nouvelle partie, mais il y a quand même des récifs coralliens ici. Qui sait qu'on est très très fort en parasitologie,